Chapitre 28. Aldalon. Voyant le sourire de Bennet qui s'étalait sur le visage de Torvin, Aldalon faillit regretter de l'avoir laissé se joindre aux Catachans. Mais le petit nouveau avait fait du bon travail. Le colonel lui-même devait le reconnaître. Il n'aurait pas été jusqu'à dire que l'innocent l'avait sauvé, mais les forces étaient à égalité dans ce combat contre le chef de guerre. Torvin avait su repérer le point faible au niveau du genou de l'orque, et il avait agi en conséquence, avait contribué à faire tourner l'issue du combat en faveur d'Aldalon. C'était toujours un innocent natif d'un monde facile, et il n'adopterait probablement jamais le véritable esprit d'un Catachan, ce que beaucoup de gens appelaient la folie des Catachans, mais il avait survécu jusque-là, et rares étaient les innocents qu'Aldalon avait vu faire si rapidement la transition entre l'incompétence la plus totale et une ébauche de quelque chose qui pouvait les faire ressembler à des guerriers. Il lui donnerait une chance et, dans tous les cas, il lui suffirait de passer un peu plus longtemps avec les Catachans pour arrêter de sourire comme un imbécile heureux. Très bien, fit Aldalon en se retournant vers le reste des gardes de la jungle. Un bel effort, soldat. L'embuscade s'est déroulée presque à la perfection si on met de côté cet affrontement avec le chef de guerre. Un bon témoignage du talent des Catachans quand il s'agit d'éliminer les Xénos par surprise. Dès que nous aurons vérifié que chacun des pauvertes présents ici a bien été broyé sous la botte de l'empereur, nous passerons à l'assaut principal sur l'avant-poste 4. Nous ignorons le nombre exact de pauvertes restants, mais vu le nombre de cadavres ici et les renseignements dont nous disposons, ils ne peuvent pas être plus d'une vingtaine. Quand nous en aurons fini, ce nombre sera réduit à 0. C'est clair ? Oui, monsieur, répondirent les Catachans d'une seule et même voix. Très bien, je compte sur vous. Départ dans 10 minutes. Nous attaquons tous ensemble, une ligne de front étendue pour traverser à découvert. Formation en pointe de flèche à une 50aine de mètres, puis pénétration dans l'avant-poste. Aile gauche, sécurisation des pièces à gauche. Aile droite, pareil à droite. Nettoyage du niveau inférieur avant de remonter. Je prendrai la tête. Monsieur, dit le lieutenant Sapa. Est-ce que je peux... Aldalon leva la main. Cette petite mission ne se déroulait pas comme prévu, et il s'apercevait qu'il était plus ouvert vis-à-vis de ses subordonnés qu'il ne l'avait jamais été. Ça n'était pas ainsi qu'on lui avait appris à mener sur Catachan, pas non plus ce dont il avait eu besoin sur les centaines de champs de bataille qu'il avait connus auparavant. Mais là, la bataille pour reprendre ce fichu avant-poste damné de l'empereur l'avait changé. Quand il serait parti d'ici, il reprendrait peut-être sa coutume de couper court à ce genre d'interruption par un simple grognement, mais il savait que ce petit contingent de soldats méritait mieux que ça. Sa fille méritait mieux que ça. Là, les choses étaient différentes parce qu'il avait fait n'importe quoi. Il avait commis des erreurs inédites. Avant que vous disiez quoi que ce soit, sachez que je réalise que j'ai fait preuve d'imprudence et aussi de répugnance à vous laisser courir un danger, vous en particulier, lieutenant. Je vous assure que ce n'est pas le cas maintenant. Nous allons attaquer ce bâtiment dans les règles, le nettoyer méthodiquement, et je ne doute pas une seule seconde que vous ne tarderez pas à vous retrouver au cœur d'une mêlée de peau verte. J'ai réparé ce qui avait cassé en moi. Je ne vais plus démarrer au quart de tour. Mais il y a ici un orque avec lequel j'ai des comptes à régler. Les Catachans firent une dernière inspection de la zone piégée, cherchant les peaux vertes survivants. Il n'y en avait visiblement aucun, mais ils exécutèrent à la lettre les ordres d'Aldalon qui les observait. Toutes les têtes d'orques et même tout ce qui ressemblait vaguement à une tête malgré les trous béants dans la peau et la chair déchiquetée, fut détaché des torses et même des simples moignons de coups massifs. Avec les orques, on n'était jamais trop prudent. S'il y avait bien une chose au sujet des peaux vertes qui ne cessait d'émerveiller Aldalon, même après les avoir rencontrés des dizaines de fois sur le champ de bataille, c'étaient les capacités presque infinies de leurs sauvages médicaux. Plus d'une fois, Aldalon avait infligé à un orque ce qui aurait dû être un coup fatal. Il en avait même déchiré certains en deux, mais lors de la bataille suivante, il aurait pu jurer avoir revu le même orque rapiécé ou recousu, même si ça paraissait incroyable, et renvoyé au front. Enfin, il n'avait pas tant été renvoyé au front qu'il ne s'y était jeté de son plein gré. Les orques avaient la capacité de survivre à bien plus que ne s'en doutait la majorité des citoyens de l'Imperium.
Une fois qu'ils eurent fait en sorte qu'aucun des orques autour d'eux ne puisse être recousu, agrafé ou pourquoi pas rafistolé à l'aide de clous, les Catachans passèrent à leurs préparatifs. Ils nettoyèrent et pansèrent leurs plaies, polirent rapidement leurs carabines et leurs lames avec des huiles bénies, et se répartirent équitablement les munitions qu'il leur restait. Il n'y avait plus qu'une cellule énergétique pour chaque soldat, mais Aldalon était sûr que ça suffirait, étant donné les combats rapprochés qu'ils allaient devoir livrer dans l'avant-poste. Dans tous les cas, ils ne tarderaient pas à dégainer leur croc de Catachans. Ils se rassemblèrent à nouveau quand ils furent tous prêts. Aldalon les scruta une fois encore, les jaugea du regard l'un après l'autre, s'assurant qu'ils étaient tous à la hauteur de la tâche qui les attendait. Il ne se posait évidemment aucune question quant à leurs compétences, cherchant plutôt les signes indiquant une éventuelle lassitude, une fatigue physique, ou, plus dangereuse encore, mentale. Ils étaient certes Catachans, mais c'était beaucoup demander à n'importe quel soldat d'enchaîner les affrontements les uns après les autres, sans leur laisser de vrai temps de récupération. Au cours de sa carrière, Aldalon avait appris à déceler les signaux qui lui disaient que ses soldats n'étaient pas aptes au combat, qu'ils avaient besoin de se reposer, voire même d'être remplacés. Les 12 gardes de la jungle qu'il avait devant lui étaient épuisés, leurs yeux cernés de violet, leurs paupières bouffies. C'était plutôt normal après avoir passé plusieurs jours en mission, surtout une mission qui se passait comme celle-là. Les déploiements qui s'avéraient plus durs que prévu étaient toujours les plus éprouvants, et ces soldats semblaient usés par la guerre. Un commandant moins expérimenté aurait probablement jugé adéquat de renoncer à contre-attaquer immédiatement. Mais Aldalon, lui, ne manquait pas d'expérience. Il était le commandant du 57e de Catachan, un vétéran qui ne se contentait pas de livrer les guerres de l'empereur, mais qui y menait aussi des hommes et des femmes. Il voyait au-delà de leur fatigue, il voyait l'éclat impitoyable dans leurs yeux, leur détermination à mener cette histoire à son terme ici et maintenant, le feu intérieur qui saurait les porter assez longtemps pour reprendre l'avant-poste 4 et faire en sorte qu'il puisse continuer à assurer son rôle en tant que station de surveillance pour la protection de Karou. Ils avaient en eux ce qu'il fallait pour cet ultime effort. Il se tourna vers les Arnats. « Lieutenant Sappa, est-ce que nous sommes prêts ?» Les soldats se redressèrent. « Toujours prêts, monsieur, » répondit Sappa. « J'ai admis avoir fait des erreurs sur cette mission, » dit Aldalon. « Je pense que nous avons tous sous-estimé l'ennemi, mais la responsabilité m'en incombe. Je n'aurais jamais dû nous laisser nous tromper de la sorte. Nous avons perdu des Catachans parce que j'étais si décidé à venger mon fils que j'ai pris de mauvaises décisions tactiques. Mais nous allons riposter comme nous l'avons toujours fait, nous autres Catachans. Nous allons venger nos morts en combattant de notre mieux. Nous devons bien aux frères et aux sœurs qui ne sont plus parmi nous de mener la mission à son terme. Rappelez-vous que ces peaux vertes ne sont pas des fantômes. Ce sont des xénos de chair et de sang. Ils sont tout simplement un peu moins stupides que la plupart de leurs congénères. Ils savent se déplacer dans la jungle, je dois le reconnaître. Mais savez-vous ce que j'ai compris ? Ils combattent comme nous parce qu'ils font semblant d'être comme nous. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des orques. Nous sommes authentiques par l'empereur. Nous sommes les gardes de la jungle de Catachan, et nous allons leur montrer pourquoi personne, nulle part dans la galaxie, ne devrait jamais nous sous-estimer. Les 13 guerriers Catachans se mirent en marche, formant une longue ligne de front, tous à la même hauteur mais séparés les uns des autres par plusieurs mètres. Aldalon savait que certaines personnes considéreraient que le chiffre 13 portait malheur, mais en ce jour, c'est sur les orques que le malheur allait s'abattre. Aldalon était au centre, prêt à prendre la tête quand il se formerait en pointe de flèche, avec 6 soldats de chaque côté. Le sergent Dram était tout au bout à gauche, tenant la formation, tandis que le lieutenant Sappa en faisait de même à droite. Ils quittèrent la zone piégée sans un bruit pour regagner la lisière de la clairière qui entourait l'avant-poste 4. Aldalon était sûr que les peaux vertes restées à l'avant-poste avaient bien entendu les échos de la bataille qui venait d'avoir lieu. Et le fait qu'il ne se soit pas précipité dans la jungle pour voir ce qu'il ratait, achevait de le convaincre qu'il ne s'était pas trompé à leur sujet. C'était forcément l'orque aux yeux disparates et sa troupe camouflée.
Aldalon fit contourner au catachant le périmètre de la clairière pour se décaler vers la façade est de l'avant-poste, car il voulait éviter de ressortir du même endroit où ils avaient exécuté leur repli. Ça ne les empêcherait pas pour autant de filer tout droit vers la position de mur effondré qui leur permettrait de passer à l'intérieur du bâtiment. Ils s'immobilisèrent à une dizaine de mètres de la lisière de la jungle, et Aldalon fit passer des signaux de main de part et d'autre de la ligne, demandant à chaque côté de confirmer que tout le monde était prêt. Quand il eut reçu de tous une réponse affirmative, il tourna la tête d'un côté à l'autre, faisant craquer ses cervicales, puis il fit rouler ses épaules et arma sa carabine laser. Il entendit comme en écho le vrombissement des armes laser quand sa troupe fit de même, une harmonie d'appels et de réponses plus douce à l'oreille que n'importe quel chœur de l'ecclésiarchie. Sur un dernier signe de tête envoyé de chaque côté de la ligne, Aldalon se mit en marche, puis il s'élança dès qu'il fut sorti du couvert des arbres, sprintant, ramassé sur lui-même pour traverser la clairière. Les catachans couraient à toutes jambes dans l'herbe, sans juger utile de hurler un cri de guerre quelconque à la manière grossière des orques. Ils étaient comme un scalpel, rapides, silencieux et tout aussi affûtés. Ils avaient parcouru un tiers de la distance les séparant de l'avant-poste quand les orques ouvrirent le feu. Les peaux vertes en camouflage qui étaient apparues au sommet des remparts pour leur tirer dessus confirmaient les soupçons d'Aldalon quant aux forces en présence. Tandis qu'Aldalon continuait à courir, donnant la cadence aux soldats qui le flanquaient, son esprit calme, accoutumé à la guerre, enregistrait comme un cogitateur soigneusement programmé le nombre d'orques visibles et la cadence de tir de leurs armes tapageuses. Il dénombra 15 à 20 orques restants, à peu près ce qu'il avait prévu. Les tirs hasardeux des Xénos ne représentaient pas une vraie menace, même s'il existait toujours un risque qu'un des peaux vertes touche sa cible par accident. Ces orques étaient peut-être plus malins que les autres au niveau tactique, mais visiblement leur technique de tir à longue distance était la même que celle de tous leurs congénères. Faire feu à volonté et compter sur la chance. Aldalon savait que le plus grand danger viendrait quand ils se rapprocheraient les uns des autres pour se former en pointe de flèche. Les catachans continuaient leur course folle. Plus que 200 mètres jusqu'à l'avant-poste. Boum! Le tir d'un orque tombait tout près. 100 mètres. Le sifflement étrangement harmonieux d'un projectile orque qui passait en tourbillonnant au-dessus d'eux. 50 mètres. Les catachans se mirent à tirer vers les remparts, carabine laser en mode automatique, sans cesser de courir. Les meilleurs tireurs d'élite de la garde impériale et même de la foutue galaxie tout entière auraient eu du mal à toucher le flanc d'un Grox dans ces conditions, mais la question n'était pas de faire mouche. Il s'agissait simplement d'envoyer un feu nourri, constant, pour que les vilaines têtes vertes restent, dans la mesure du possible, cachées derrière le parapet. Aldalon rejeta ses deux bras en arrière, formant un V, le signal indiquant la formation en pointe de flèche. Les catachans, qui s'attendaient à recevoir cet ordre à tout moment, réagirent au quart de tour. Ils se rapprochèrent les uns des autres tout en s'échelonnant sur deux lignes diagonales de chaque côté d'Aldalon sur l'axe indiqué par ses bras. La distance qui les séparait passa d'une dizaine de mètres à seulement 2 ou 3. Ils étaient prêts à réduire cet écart à moins d'1 mètre au moment de pénétrer dans l'avant-poste. Ils avaient beau continuer les tirs de suppression, Aldalon entendit à quelque distance derrière lui que l'un des orques avait réussi à toucher une cible, au moins une fois, avec ses tirs furieux. « Tecteur à terre !» lança Sappa. « Laissez-la !» répondit Aldalon. « Pas le temps !» Il savait que Tacter portait un plastron flaque blindé, et qu'elle avait donc une chance d'avoir survécu. Il espérait que c'était le cas, mais personne ne le saurait tant que l'assaut n'était pas arrivé à sa conclusion. S'ils arrivaient comme prévu à éliminer tous les orques de l'avant-poste 4, ils pourraient aller chercher Tacter pour la soigner. D'ici là, il faudrait qu'elle se débrouille pour survivre à la dure en Catachan. Les autres soldats le comprenaient. Ils n'hésitèrent pas une seconde, refermant les rangs, sans même un regard en arrière pour combler le vide laissé par Tacter. Pour un observateur extérieur, ça aurait pu passer pour de la cruauté, cette façon qu'avaient les catachans de toujours laisser leurs morts et leurs blessés en arrière, presque sans y prendre garde. Mais pour eux, c'était tout l'inverse. Quand on naît et qu'on grandit sur Catachan, la cruauté consiste à s'arrêter pour essayer d'aider un camarade en difficulté. C'était cruel pour celui qui stoppait,
pour porter assistance, car il courait alors le risque de succomber au même danger, et c'était cruel pour les autres catachants du groupe de les priver ainsi d'une paire d'yeux et d'oreilles, de réduire leur combativité, d'affaiblir l'ensemble encore davantage. Sur Catachan, la faiblesse d'un individu pouvait entraîner la mort de bien plus, et cet état d'esprit les accompagnait sur le champ de bataille. Comme prévu, Aldalon atteignit en premier la brèche dans le mur, tandis que le reste des soldats s'était rassemblé derrière lui. Ils n'eurent pas besoin de chercher les orques, car les peaux vertes, les voyant foncer vers l'ouverture, se faisaient une joie de venir les y rejoindre en un comité d'accueil typiquement orc. C'est parti! Wouah! Dès qu'Aldalon entra dans l'avant-poste, les cris orques se mirent à résonner tout autour de lui, se réverbérant sur les murs tandis que les Xénos, postés sur le rempart, dévalaient l'escalier. Il avait à peine franchi le seuil qu'il se retrouva face à une bonne douzaine d'orques. Il lança son gantelet énergétique sur un large arc de cercle et repoussa brutalement plusieurs faces vertes, pas tant pour tuer que pour dégager l'espace, laissant la place aux autres catachans qui escaladaient à leur tour les décombres, leurs poignards étincelants, lançant des éclairs et faisant voler les premières giclées de sang, comme pour repeindre grossièrement les murs. Aldalon se dirigea vers le bas de l'escalier, suivi de sa troupe. Les deux ailes de la formation se redéployèrent pour redessiner la formation en pointe de flèche, plus compacte cette fois, et ils s'enfoncèrent dans la masse de leurs ennemis, comme un coin massif, comme une hache qui rentre dans la fissure d'une bûche. Tandis que les soldats se battaient comme de beaux diables dans l'espace exigu de l'avant-poste, Aldalon continua droit vers son but. Il comptait tenir le pied de l'escalier, pendant que les deux ailes de la flèche se séparaient en deux groupes pour nettoyer le rez-de-chaussée de l'avant-poste, une pièce après l'autre, un pot vert après l'autre. Il veillerait à ce qu'aucun des Xénos ne descende du niveau supérieur. La bataille était féroce. Les gardes de la jungle de Catachan affrontaient les orques et ils avaient peu de marge de manœuvre. Même pour les Catachans, c'était la pire des configurations pour prendre les orques corps à corps. Ils avaient besoin de pouvoir bouger, contourner leur adversaire, compter sur un camarade pour les soutenir derrière ou sur le côté. Si quelqu'un se retrouvait coincé par un orque sans soutien ni échappatoire, peu importe qu'il soit un incapable ou un bébé au green, la puissance supérieure de l'orque et sa folie sanguinaire le mettraient en difficulté. Les Catachans se dirigeaient les uns les autres dans le carnage. Sapa et Dram aboyaient leurs ordres de formation à leurs soldats, mais ils communiquaient tous. Bien entraînés, comme ils l'étaient, leur régiment se battait et se déplaçait d'un seul et même mouvement, chaque soldat tout aussi conscient des autres qu'il l'était de lui-même. Aldalon bénéficia des avantages conférés par son gantelet énergétique crépitant et son bras augmenté, et son entrée fracassante avait blessé plusieurs orques vite achevés par les autres Catachans. Les effectifs en présence au rez-de-chaussée étaient maintenant plus ou moins équilibrés. Les orques déployaient leur brutalité coutumière en combat rapproché, mais les Catachans maintenaient fermement leur structure, et ça faisait toute la différence. Pour leur part, les peaux vertes déchaînées ne se souciaient absolument pas d'aider leurs semblables. Aldalon en était presque contrarié, voyant toute cette puissance brute et cette soif de combat. Avec un minimum de réflexion tactique, il pourrait être pratiquement invincible. Il se demanda si l'orque aux yeux verrons partageait ce sentiment. « Imrod, sur ta gauche !» Le cri de Sapa attira aussi l'attention d'Aldalon. Il se retourna juste à temps pour voir Imrod qui pivotait sur la gauche. Il avait laissé une ouverture alors qu'il attaquait un orque aux côtés de Devi, et un deuxième peau verte en avait profité pour rompre la formation des Catachans. Rugissant, il plongea sa longue épée rouillée dans le flanc d'Imrod avec tant de force qu'il lui brisa les os, pénétrant sa cage thoracique. Imrod, en véritable Catachan, ne lâcha pas un cri, même s'il l'avait voulu. Il n'aurait probablement pas pu, car ses poumons étaient sans aucun doute perforés. Par contre, alors même que l'orque arrachait de son corps sa lame rouillée, il mit à profit ses ultimes forces pour lui plonger sa lame catachane dans la gorge. Les 10 soldats restants resserrèrent les rangs autour d'Aldalon, une fois qu'ils eurent vaincu les derniers orques qu'ils avaient devant eux, apparemment les derniers présents au rez-de-chaussée de l'avant-poste. Mais ainsi que l'avait dit Aldalon, ils allaient procéder dans les règles. Il regarda les soldats qui l'entouraient. « Contrôlez ce niveau, pièce par pièce. Je garde l'escalier. »« Bien, monsieur, » répondit Sapa.
Les catachans se mirent en mouvement, rengainant leurs poignards pour reprendre leurs carabines et les braquer devant eux. Le sergent Dram emmena sa troupe vers la gauche tandis que la lieutenant Sapa partait à droite. Aldalon resta à son poste au bas de l'escalier. Il devina un mouvement plus qu'il ne l'entendit, et avant même de se retourner, il sut ce qu'il allait voir. Juste là, accroupi à mi-hauteur des marches, il y avait un orque en tenue de camouflage. 4 lignes noires étaient peintes en travers de sa face, et il avait, bien sûr, un œil rouge et un œil vert. L'orque qui avait tué Brandt. Le gantelet énergétique d'Aldalon s'anima soudainement, et il sentit au même moment la rage et la haine qui montaient en lui. Cette même rage, cette même haine qui lui avait fait perdre la tête auparavant, qui l'avait fait se jeter sur les orques sans se soucier des conséquences. L'orque sourit, comme s'il prenait plaisir à voir s'activer le gantelet d'Aldalon, comme s'il était ravi d'avoir provoqué cette réaction. Il se redressa ensuite et pointa un doigt vers Aldalon avant de le retourner vers lui-même. Le message était clair. Visiblement, cet orque voulait la même chose que lui, un duel. Le Pauverte fit signe à Aldalon de le suivre, puis il se retourna et remonta tranquillement les marches. Aldalon sentait que le bras qui portait son gantelet se mettait à vibrer d'une énergie croissante. Il sentait la vibration qui se répandait dans tous les muscles de son corps. Il sentait la rage qui bouillonnait en lui. Il voyait presque une brume rouge descendre devant ses yeux, ne pensait plus qu'à poursuivre cet orque dans l'escalier pour lui pulvériser le crâne en un millier de minuscules fragments verts. Il ne voulait rien d'autre que se ruer sur cette race, mais il réalisa que c'était précisément ce qu'attendait l'orque. Est-ce qu'il voulait affronter Aldalon ou simplement lui faire quitter son poste ? Le reste de la troupe était en train de dégager le rez-de-chaussée, et si Aldalon quittait le pied de l'escalier, il les mettrait en danger de subir une attaque à revers. Hors de question. Hors de question qu'il laisse sa rage, sa haine des peaux vertes lui faire perdre l'esprit une fois de plus. Il était catachant. Il allait se battre avec sa tête. Il allait se battre en formation ainsi qu'il voyait ses soldats le faire. Il allait se battre pour garder les autres catachants en vie. Il se retourna vers le haut de l'escalier, par là où était parti le Pauverte. Il bouillonnait toujours intérieurement, mais il laissa son gantelet énergétique se désactiver. Il n'y en aurait pas pour longtemps. L'orque aux yeux vairons pouvait bien attendre quelques minutes de plus.